peut peut-être commencer ce nouveau cycle de conférences, alors, qui est un cycle à 3 têtes, donc, avec le Château des Ducs de Bretagne, les Anneaux de la mémoire et le projet Staraco. Donc je ne sais pas si vous avez le programme, il est en ligne, mais je vais sans doute déjà vous donner les dates avant de présenter notre auteur et notre conférencier de ce soir. Donc 12 novembre, c'est aujourd'hui. Donc Frédéric Régent, qui nous vient de l'Université de Paris 1, je le présenterai un peu plus en détail dans quelques secondes, qui nous fait une conférence, il fait plaisir d'être là, pour nous parler des livres de couleur dans les sociétés coloniales françaises. Donc surtout la période alors 18e, 19e 17e. 17e, 19e. Voilà. Le 10 décembre, donc à la même heure, au même endroit, nous aurons Myriam Cotias, voilà, qui nous parlera des Antilles dans l'espace colonial français. Le 14 janvier, Alejandro Gomez, donc après les vacances, qui nous parlera, lui, de Saint-Domingue, 18e, 19e siècle, et le problème de la citoyenneté à Saint-Domingue. Le 11 février, donc Dominique Rogers, qui nous vient des Antilles et de la Guyane, l'Université des Antilles de la Guyane, qui nous parlera des femmes libres de couleur à Saint-Domingue. Le 18 mars, Abderrahmane Ngaïdé, qui nous vient de Dakar, qui est mauritanien, qui est en ce moment en résidence à Nantes, et qui nous parlera, lui, des descendants d'esclaves au Sénégal, dont les Aratines, et la question de la mémoire de l'esclavage en Afrique, XXe siècle. Et le 10 avril, moi-même, en principe. Et c'est même sûr. Donc, et tu parleras de quoi ? Je parlerai du Portugal et de l'esclavage au Portugal, une mémoire oubliée, donc la question très contemporaine, que sont devenus les esclaves au Portugal. Donc voilà, cette séance de conférence, donc j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui ont permis à ces conférences d'avoir lieu et à ce partenariat qui se met en place pour la première année entre les Anneaux de la mémoire, le Château des Ducs de Bretagne et l'Université de Nantes, donc tous ceux qui ont contribué à mettre en place. Donc je ne vais pas citer leurs noms, mais ils sont extrêmement nombreux. Donc notamment alors Mathilde, qui n'est pas là, non, mais Laura aussi qui est là. Donc Nicolas Terrien. Au niveau du château, je crois que vous avez été nombreux à travailler sur la mise en place de ces conférences. Donc je ne sais pas si vous voulez en dire un petit mot ou pas, parce que j'ai pas. Ça va ? Donc on continuera par la suite, et donc on est extrêmement heureux d'avoir aujourd'hui donc Frédéric Régent, qui est donc maître de conférence à l'Université de Paris 1, membre du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, c'est ça, mémoire et l'histoire de l'esclavage, comité national, oui, désormais, et donc je fais aussi partie, donc on est ensemble dans cette aventure, et qui a publié alors 2 ouvrages, donc Frédéric Régent, qui est vraiment la référence sur l'esclavage dans les sociétés coloniales françaises et aux Antilles. 2 ouvrages à titre individuel, plus un certain nombre d'ouvrages collectifs, donc ici présentés. Esclavage, métissage, liberté, la Révolution française en Guadeloupe, 1789-1802, et La France et ses esclaves, donc qui sont des volumes qui ont été réédités déjà pour celui-ci. Oui. Et donc qui sont vraiment des ouvrages de référence. Et donc je le remercie vraiment d'être présent ici pour inaugurer ce cycle de conférences. Pour une conférence, alors le titre, hein, c'est celui que tu nous avais envoyé, qui est « Les livres de couleur dans les sociétés coloniales françaises ». Donc avant de te laisser la parole, je crois qu'il y a un petit mot qui est un petit mot alors de soutien à Christiane Taubira, donc je laisse la parole. Merci Anthony. Il me semble que c'est extrêmement important de revenir sur ces débats. Bonsoir à tous et à toutes. Alors effectivement, au nom de l'association Les Anneaux de la mémoire, je suis chargé de dire les quelques mots suivants. Ça va mieux, merci. Il y a 20 ans se tenait dans les locaux de ce grand musée l'exposition intitulée Les Anneaux de la mémoire. Pour un grand nombre de ces 400 000 visiteurs, cette exposition fut le choc initiateur du combat pour le devoir de vérité sur la traite négrière et l'esclavage colonial que les Européens pratiquèrent de part et d'autre de l'Atlantique du XVe au XIXe siècle. Mais ce combat n'est pas seulement un travail de mémoire historique. Ce devoir de vérité, c'est aussi un combat pour mettre en œuvre les principes qui ont fondé le combat de nos ancêtres,
de Montesquieu aux Chevaliers de Johnson, des Quakers de Pennsylvanie au pasteur Martin Luther King. Ce sont ces principes qui sont au fondement des valeurs de la République française et qui font la force du lien social dans lequel veulent vivre celles et ceux qui se reconnaissent dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dans le vote de la Convention du 16 Pluviose de l'an 2, puis dans le décret de 1848. C'est pourquoi nous, concitoyens de la République française, nous voulons redire ici notre entière solidarité avec notre sœur en humanité, Madame Christiane Taubira. Nous le voulons parce que nous savons que si elle subit depuis des mois les injures que l'on connaît, c'est la République qui est insultée. Ce sont les valeurs que la ministre de la Justice incarne qui sont rejetées. Le combat pour l'égalité et la fraternité continue. Voilà, merci beaucoup. Alors, sans transition, je laisse la parole à Frédéric Régent. Et alors, toutes les informations que je vais vous donner sont en ligne sur le site du château, des Hommes de la Mémoire et du projet Staraco. Donc, vous retrouverez tout le programme. Et la conférence de Frédéric Régent est enregistrée, donc vous pourrez la réécouter dès la semaine prochaine. Voilà, il faut un petit peu de temps pour que tout ça soit mis en ligne. Voilà, merci beaucoup. Toi. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir proposé de m'exprimer devant vous. Donc, vous voyez, comme c'est enregistré, vous pouvez partir tout de suite. Vous pourrez l'écouter plus tard. Non, je plaisante. Parler des livres de couleur, c'est pour reprendre l'expression d'un historien américain qui s'appelle Arnold Thiot. Il explique que les livres de couleur sont la troisième partie d'un système fait pour deux, c'est-à-dire les esclaves et les maîtres. Et donc les livres de couleur sont une catégorie intermédiaire entre ces deux situations juridiques qui sont donc la liberté d'un côté, l'esclavage de l'autre. Alors, dans les travaux que j'ai pu faire au cours des 2 dernières décennies, oui, ça fait longtemps que je travaille sur ces problématiques-là, je me suis posé la question de savoir comment finalement cette catégorie avait pu émerger, comment cette catégorie avait pu vivre dans ce système colonial esclavagiste qui s'est développé donc dans l'ensemble colonial français. Donc j'évoquerai plutôt les Antilles, mais je parlerai également des Mascareignes, de l'île de France, donc aujourd'hui île Maurice, et de l'île Bourbon, aujourd'hui île de la Réunion, pour étudier donc cette question des livres de couleur. Alors, premier point, c'est que cette catégorie, en tant que catégorie de population, en tant que catégorie juridique, n'a pas existé au début de la colonisation. Donc au début de la colonisation, il faut voir que c'est essentiellement des hommes blancs, et quand je dis hommes, je parle de personnes de sexe masculin, qui s'installent aux Antilles, qui colonisent les Antilles, qui colonisent également les Mascareignes. Il y a un déficit de femmes qui est considérable. Alors, si on prend les quelques éléments statistiques que nous avons, donc il y avait un historien qui s'appelait Gabriel Debien qui avait fait une étude sur les engagés qui avait montré que sur 6200 départs d'engagés de La Rochelle, entre 1635 et 1715, il n'y avait que 40 femmes, c'est-à-dire une femme pour 156 hommes. Si vous en conviendrez, ce qui est assez peu. Et une autre étude faite sur Le Havre montrait 50 femmes pour 1850 hommes. Donc ici, nous sommes dans l'ordre de une femme pour 39 hommes. C'est un peu plus, mais c'est quand même pas beaucoup. Et donc, les colons ont été très rapidement amenés à avoir des relations sexuelles qui parfois se terminaient par des mariages et des légitimations d'enfants, donc avec des femmes, qu'elles soient amérindiennes ou africaines, donc ça c'est pour les Antilles. Et en ce qui concerne
les Mascareignes, des femmes indiennes, parce qu'il y a eu de la traite d'esclaves d'Indiens venant d'Inde, et africaines. Donc, au départ, la manière dont sont regardés ces couples formés de Français et de femmes, soit donc, qui pouvaient être malgaches, africaines, amérindiennes ou africaines de n'importe quelle origine, eh bien, au regard de la législation, ces personnes sont regardées comme étant sujets du roi de France. Leurs enfants sont considérés comme sujets du roi de France. Donc on a un certain nombre de textes du XVIIe siècle qui nous montrent qu'il n'y a pas de distinction qui est faite sur la couleur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que une femme esclave qui épouse un homme libre devient de ce fait libre. Et les enfants qu'elle a avec lui deviennent eux aussi également affranchis et donc libres. Et donc, pendant toute cette période de formation de la société coloniale, eh bien, ces unions entre femmes de couleur, enfin quand je vais dire femmes, je vais dire femmes non blanches, enfin femmes n'étant pas d'origine européenne et européens, sont majoritaires, que ce soit aux Antilles ou aux Mascareignes. Alors j'ai mené une enquête, notamment à l'île de la Réunion sur un quartier, et j'ai montré que 87% des propriétaires d'esclaves étaient en 1735 métissés, donc avaient leur grand-mère qui était soit malgache, soit africaine, soit indienne. 87%. Et pourtant, ces gens sont recensés dans une catégorie qui sont considérés comme blancs. Alors, d'ailleurs, le terme de blanc apparaît beaucoup plus tardivement. Alors, je vous conseille de lire un ouvrage qui vient, je ne sais pas s'il est encore sorti, mais enfin, j'y ai participé, je viens de le recevoir. Enfin, en tout cas, il est imprimé, il n'est peut-être pas encore en librairie, qui s'intitule « De quelle couleur sont les blancs ?» Donc, qui est paru à la Découverte et qui sort là en ce moment. Et donc, dans cet ouvrage, j'ai montré que finalement, la création de la catégorie blanc repose plus sur une représentation, un peu comme la noblesse. Hein. Beaucoup de gens nobles sont issus de la roture, et qu'en gros, ce qui compte, c'est plus la réputation d'être blanc que d'avoir une généalogie formée uniquement d'Européens. Bien. Alors, donc, dans un premier temps, finalement, il y a une forme il n'y a pas de distinction sur ni l'origine, ni la couleur. D'ailleurs, sous Colbert, si on prend l'exemple du Canada français, les mariages entre femmes amérindiennes et français sont encouragés. Il existe même un système de dot. Le roi donne une dot à ces femmes amérindiennes qui, bien entendu, ne sont pas dans une économie monétarisée et ne peuvent pas payer une dot. Il paye une dot pour ces femmes et juste à condition qu'elles soient chrétiennes. C'est tout. C'est la seule condition, et qu'elles se marient avec ces Français. Et donc, dans la vision coloniale de Colbert, eh bien, il y a certes l'esclavage, mais toutes ces personnes esclaves ou amérindiens ou indiens qui s'unissent avec des Français sont considérés de fait comme Français. Puis il commence à y avoir dans les années 1670-1680 quelques réserves. Alors ces réserves, on en voit une ici, on ne la voit plus, enfin on la voyait. Là, on la revoit. Donc, c'est en 1683, c'est l'intendant des îles d'Amérique, Patoulet, qui crie ceci au roi. J'ai jugé que les mulâtres qui tirent leur naissance du vice ne devaient pas avoir d'exemption et que pour les nègres, le maître pouvait donner la liberté, mais non pas l'exemption des droits que les blancs originaires de France paient. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, pour financer ces guerres, Louis XIV avait mis en place un impôt qui s'appelle la capitation, et cet impôt touchait également
donc les Antilles. Et dans cet impôt, dans son application, donc les colons avaient décidé que les blancs créoles, c'est-à-dire les blancs nés dans les îles, seraient exemptés, enfin, même pas les blancs, enfin les créoles libres, seraient exemptés de cet impôt. Et de ce fait, les métropolitains, ceux nés à Bordeaux, à La Rochelle, qui venaient vivre aux Antilles, eux, devaient payer la capitation. Et donc Patoulet avait trouvé que cette situation était anormale, de voir finalement des mulâtres ayant le statut de libre ne pas payer la capitation, alors que des blancs nés à Bordeaux ou à Nantes la payaient. Et il demande l'instauration de cette capitation pour les livres de couleur. Alors, pour mettre en place cette mesure, il va prendre une deuxième mesure qui va être de mettre en place un système de recensement par catégorie de couleurs. Alors là, se pose un problème, c'est comment on range les gens dans des catégories. Bien entendu, c'est plus la réputation qui va primer. Surtout, là, l'incidence, c'est que si on n'est pas dans la catégorie des blancs, eh bien, on paye un impôt. Bon, je ne vous fais pas de dessin, tout le monde, même avec des bonnets rouges, essaye d'échapper à l'impôt. Et donc, à l'époque, d'ailleurs, c'est un peu cette époque-là, c'est contemporain, les gens essayent d'échapper à l'impôt, et si on regarde, si on analyse précisément les choses, on voit que beaucoup de gens dont la grand-mère est africaine ou américaine vont être recensés comme blancs, et que finalement, ce sont les éléments les plus fragiles, c'est-à-dire ceux d'affranchissement récent ou ceux qui sont pauvres, qui seront mis dans la catégorie nouvelle qui va être créée, qui va être la catégorie des nègres et mulâtres libres. Donc voilà la situation en 1683. Mais très rapidement, donc, le roi de France est amené à trancher, puisqu'il y a énormément de protestations. Ceux qui sont rangés dans la catégorie des blancs créoles savent très bien que, n'étant pas très clairs eux-mêmes, et craignant qu'un jour que la capitation, ils soient obligés de la payer eux-mêmes, bien il y a des protestations, et finalement, cette mesure n'est pas appliquée. Et dans l'édit de mars 1685, donc on appelle plus communément, enfin qu'on a appelé d'ailleurs plus tard le Code noir, si je peux permettre une petite parenthèse là-dessus. Donc en 1685, ça ne s'appelle pas encore le Code noir, ça s'appelle l'édit du roi touchant la police des îles de l'Amérique française. Ah. Et ça prend le terme de Code noir, ce sont les éditeurs qui, publiant ce texte, vont l'appeler Code noir une trentaine d'années après, en 1717. Et donc, que nous dit ce texte? Alors, j'ai sélectionné 2 articles qui concernent précisément cette question de la liberté. Donc, déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos dites îles, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terre et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers. Donc ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'un esclave né en Afrique, qui sera affranchi par son maître, serait considéré comme sujet du roi de France, c'est-à-dire comme français. Et l'article 59 indique « Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres, voulant que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leur personne que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. » Et donc là, cet article 59 donne exactement les mêmes droits à ces affranchis qu'aux autres personnes qui seraient nées libres. Et donc, en 1685, le choix qui a été fait, donc c'est un choix qui est un peu
de l'émanation de Colbert. Jean-Baptiste Colbert meurt en 1683, mais c'est lui qui a préparé la rédaction de cet édit. Et donc, il est toujours dans cette idée qu'il faut assimiler aux Français donc toutes les personnes de statut libre, et que dans les colonies, il n'existe que deux statuts, celui d'esclave et celui de libre. Et donc cette situation va perdurer pendant encore 20, 25, 30 ans, enfin jusqu'à quasiment la mort de Louis XIV, cette situation d'égalité entre les droits des libres d'ascendance pas complètement européenne et ceux d'ascendance européenne, eh bien, il y a une forme d'égalité des privilèges, des droits et des immunités. Alors, les choses vont commencer à changer à partir du règne de Louis XV, mais une chose qui ne change pas, c'est que les recensements qui ont été mis en place, donc à la fin du XVIIe siècle, sur des bases de couleurs, se maintiennent. Et donc, du coup, l'instrument de la ségrégation est déjà en place. Comme je vous l'ai indiqué, il faut classer les gens dans des catégories. Et donc, un certain nombre de mesures vont être prises. Donc, par exemple, en 1717, de séparer dans les milices, de créer des compagnies blanches et des compagnies de couleur. Ensuite, en 1738, eh bien, voilà, c'est le retour de la capitation. Et ce coup-ci, ce retour de la capitation pour les gens libres de couleur, eh bien, il va être définitif. Et donc, peu à peu, se met en place ce que l'on appelle le préjugé de couleur. C'est-à-dire que dans la législation, à chaque fois qu'il y a un texte qui sort, eh bien, il y a une partie qui concerne les gens de couleur. Alors, prendre un exemple, pour un texte pour en Guadeloupe, il y a deux îles qui sont séparées par un petit bras de mer, la rivière Salée. Pour traverser le bac, eh bien, pour prendre le bac, pour faire cette traversée, le libre de couleur devra payer plus que le blanc. Ensuite, en prison, le libre de couleur aura la même nourriture que l'esclave et différente de celle du blanc. Et donc, à chaque fois qu'il y a une loi, eh bien, il y a une application différente pour les libres de couleur de cette loi. Donc, les libres de couleur ne peuvent pas être médecins, ils ne peuvent pas être avocats, ils ne peuvent pas être orfèvres. Et bientôt, ils n'ont plus le droit non plus d'être appelés monsieur ou madame, ils sont appelés le nommé. Ils n'ont pas le droit de porter l'épée, ils n'ont pas le droit d'être officiers dans la milice, officiers de justice, enfin bref, toute une série d'éléments de la loi vont se mettre en place. Et donc ceux qui sont classés dans la catégorie des gens de couleur libre, eh bien, vont avoir un statut juridique inférieur de ceux qui sont classés dans la catégorie des blancs. Et alors, on trouve des fois des gens qui ont exactement la même ascendance, et puis on en trouve un qui est blanc, et puis l'autre qui est libre de couleur. Et ça, c'est lié alors à la fortune, à l'habileté à pouvoir contourner la loi. N'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, nous sommes quand même dans le siècle de la perruque et de la poudrerie, mais bien entendu, ceci a un prix. Donc le pauvre R ne peut pas forcément se payer ça pour essayer de passer pour blanc. Mais on voit des processus comme ça, vous avez des personnes qui naissent mulâtres, et puis au cours de leur vie, elles deviennent blancs. Voilà, donc j'ai pu assister à cela. Alors, donc vous avez toute une dénomination des différents types de métissage. Alors pour vous donner les plus... alors il y a un petit tableau, je vais le faire circuler dans ce livre. Voilà. Ici. Voilà, donc
qui explique donc que l'enfant issu d'un blanc et d'un noir est appelé mulâtre, l'enfant issu d'un mulâtre et d'un blanc est appelé métis, et puis, etc., Carteron. Et puis il y a même des théoriciens comme Moreau de Saint-Méry qui expliquent qu'au bout de cette génération de métissage, on redevient blanc. Enfin, c'est... Bon, vous savez, chiffre 7, voilà, on est maudit jusqu'à la 7e génération. Donc, forcément, on devient... Voilà, la malédiction s'échappe à cette génération-là. Bien. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant de voir, c'est qu'on est vraiment dans un système de représentation, d'affectation des gens dans des catégories, ou des catégories qui ont une certaine porosité. Mais de la même manière, enfin, vraiment, le parallèle que l'on peut faire, c'est que ça fonctionne comme la noblesse. C'est-à-dire qu'en gros, dans les îles, la noblesse, c'est être blanc, et puis la roture, c'est être libre de couleur parmi les gens qui sont donc qui ont le statut de libre. Alors ça c'est une représentation, c'est un très beau tableau, j'aime bien en tout cas. Donc où vous avez deux figures de ces personnes libres de couleur. Alors, bon, l'interprétation, bon, c'est un tableau qui est anonyme, qui n'a pas de titre, donc on peut faire l'interprétation. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un tableau qui date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, où on voit donc une jeune femme mulâtresse avec une femme noire, donc un peu plus âgée, et donc on peut enfin bon, l'interprétation que j'en fais, c'est que l'on aurait ici une mère et sa fille, et ce tableau est assez symptomatique de ce que sont les libres de couleur. Lorsque l'on étudie les actes d'affranchissement, eh bien on se rend compte que pour 3/4 des libres de couleur, eh bien, ce sont des femmes, et les enfants, donc des femmes qui sont concubines de blanc. Alors on le sait, lorsque l'on regarde la couleur de la femme et la couleur donnée aux enfants, donc si vous avez une femme noire avec 3 enfants mulâtres, eh bien on peut penser que le père de ces enfants est blanc, et on peut penser que celui qui donne l'affranchissement est le père, étant donné que l'affranchissement c'est quelque chose qui coûte cher au propriétaire. Alors ça coûte cher à 2 titres. Premièrement, le propriétaire de l'esclave se dessaisit de la propriété de l'esclave, donc se dessaisit de la valeur d'un esclave. Alors, un esclave à cette époque-là, donc une femme de 25 ans, peut valoir 2200, 2300 livres. Alors 2200, 2300 livres, pour vous donner un ordre d'idée, une journée de travail est payée en gros une livre par jour. Un cheval vaut 500 livres. Une vache vaut 150 à 200 livres. Une maison assez confortable vaut 5000 livres. Une cabane vaut 50 livres. Donc voilà, c'est pour vous donner de l'ordre d'idée de ce que peut valoir un esclave. Ça vaut quand même cher. Et en plus de cela, le propriétaire de l'esclave est obligé de payer une taxe d'affranchissement qui vaut 1300 livres. Donc, donner la liberté à 1, 2 ou 3 esclaves, c'est une somme, une dépense importante. Et on peut, l'historien a l'interprétation qu'il peut donner à ça, c'est que c'est lui le père. On voit mal quelqu'un affranchir des enfants qui ne seraient pas les siens et dépenser de telles sommes pour des enfants qui ne seraient pas les siens. D'autant plus que ces sources nous montrent parfois des reconnaissances implicites de paternité. Alors, je peux vous citer un exemple. C'est un homme qui indique qu'il donne la liberté à la négresse Bernardine et à ses enfants, et les ayant vus grandir devant lui, il a eu comme un sentiment de paternité à leur égard. Bon, on comprendra aisément que c'était lui le père, d'autant plus que dans les périodes d'abolition de l'esclavage, on voit de vraies reconnaissances où
peut avoir un maître qui reconnaît donc avoir eu des enfants, reconnaît des enfants de 33, 34 ans, et reconnaît donc cette vie pendant plusieurs décennies avec une femme de couleur. Et donc, la principale cause des affranchissements, ce sont ces relations entre hommes blancs et femmes de couleur. Alors, au début de la colonisation, ces relations s'expliquaient par des équilibres démographiques qui se poursuivent, mais qui n'existent pas forcément parmi les familles blanches créoles. D'autant plus que si on regarde de près les choses, on se rend compte que tous ces planteurs, tous ces hommes donc, qui affranchissent ces femmes sont légitimement mariés avec des femmes créoles appartenant à la catégorie des Blancs. Donc, nous assistons à un développement des affranchissements. Et du coup, la catégorie des libres de couleur est une catégorie qui est en pleine expansion. Si on prend par exemple les chiffres de Saint-Domingue, les libres de couleur sont 500 en 1700 et ils sont quasiment 30 000 en 1789. C'est une catégorie qui ne fait que progresser et qui progresse très rapidement. Par exemple, à Saint-Domingue, en 1790, les libres de couleur sont pratiquement aussi nombreux que les libres. Alors, maintenant, donc, nous sommes dans une société où, visiblement, vous avez des hommes blancs, enfin, ou tout au moins réputés blancs, qui fréquentent des femmes de couleur, qui affranchissent les enfants qu'ils ont avec, qui affranchissent ces femmes, qui leur donnent des terres, qui leur donnent de l'argent. Et donc on a ça, et puis d'un autre côté, on a ce qu'on appelle le développement du préjugé de couleur. Ce qui paraît assez paradoxal, de voir que d'un côté, vous voyez, vous avez des affranchissements, et puis de l'autre côté, vous avez finalement une barrière qui a tendance à se créer de plus en plus forte entre libres de couleur et blancs, et on dirait que le jeu des blancs et aussi celui des libres de couleur, c'est de sauter cette barrière, plus elle est haute, plus, dans tous les sens du terme, plus tout le monde a envie de la sauter, la barrière de couleur. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont surtout les autorités coloniales métropolitaines qui ont mis en place cette barrière de couleur. Et elles l'ont mise en place, par exemple, Choiseul, Malouet, Choiseul qui est le ministre de la Marine et des colonies, et Malouet, qui est un des administrateurs de Saint-Domingue, expliquent qu'il faut diviser la population libre des colonies pour mieux régner. Parce que leur crainte, et on le voit dans le discours dans les années 1760-1770, où c'est vraiment là, à cette époque-là, que le préjugé de couleur se développe, leur crainte, c'est de voir des mouvements autonomistes, des mouvements sécessionnistes, donc de la même manière qu'à cette époque-là se développe le mouvement des insurgents américains qui va déboucher sur l'indépendance des États-Unis en 1783. Et là, on a toute une série de textes qui nous montrent qu'il faut vraiment séparer ces hommes en deux catégories. Il y a également une raison interne, c'est que lorsque finalement on appartient à cette catégorie des Blancs, eh bien on est bien content d'être blanc. D'ailleurs, on le voit, notamment une famille que j'ai étudiée, dont j'ai fait la généalogie, qui est la famille Kanikit, où il y a des Kanikites blancs, des Kanikites de couleur. Et puis un jour, un des Kanikites blancs est traité de mulâtre par son voisin. Alors souvent, c'est lorsque quelqu'un obtient une promotion, par exemple, qui devient officier de la milice, que les autres commencent à être jaloux, et puis à dire « ouais, mais lui, il n'est pas tout à fait blanc, il faut lui retirer donc la charge qu'il a obtenue ». Et donc, ce Kanikit, dont on sait pertinemment qu'il sait qu'il n'est pas blanc, fait un procès pour être reconnu comme blanc. Et il gagne ce procès. Et dans le procès, dans les discussions, les débats qui ont lieu dans le procès, il explique que lui, il est issu d'une famille de la branche blanche des Kanikites et qu'il ne s'est pas mésallié comme les autres.
Bon, sauf que son arrière-grand-mère est noire, mais bon, ça, il a sans doute fait exprès de l'oublier. Donc, c'est un peu c'est un peu le fonctionnement de la noblesse. C'est parfois souvent les anoblis de fraîche date qui sont les plus hostiles, même à ce que la noblesse s'agrandisse. Voilà. Donc c'est un peu, c'est la métaphore du tramway. Vous savez, quand vous êtes dans le tramway, et il y a beaucoup de monde. Puis là, vous rentrez dans le tramway, c'est un peu, puis vous êtes content d'être rentré. Voilà. Mais imaginez qu'il y en a un qui arrive derrière vous et qui commence à vous pousser, vous allez être plus en colère, vous, là, que celui qui est déjà bien assis plus loin. Et donc, c'est un peu cette métaphore que j'utilise pour expliquer ce phénomène à mes étudiants de rejet de, finalement, entre guillemets, de nouveaux blancs, hein, qui peut se faire. Et donc, finalement, se fondant sur à la fois donc, un discours et des mesures de l'administration coloniale centrale française et également sur finalement un discours et des pratiques des créoles, le préjugé de couleur se développe. Et donc, à la veille de la Révolution française, en 1789, ce préjugé est particulièrement fort. Donc là, je vais surtout parler des Antilles. Je vais tout de même parler un peu de la Réunion et de l'Île-de-France. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la mise en place de catégories de recensement de listes de couleurs, à la Réunion, elle ne se fait qu'en 1770. Auparavant, il y en a pas. Alors, il faut dire aussi, c'est qu'à la Réunion, le métissage est encore plus important qu'aux Antilles, si bien qu'à la veille de la Révolution, un des gouverneurs, lorsqu'on lui dit qu'il faut créer des compagnies de milices blanches et de couleur, il explique que lui, il ne sait pas comment il peut faire parce qu'ils sont tous de couleur. Et pourtant, des catégories de couleurs sont mises en place. Et lorsqu'on regarde ces catégories de couleurs, on se rend compte que ceux qui vont être considérés comme libres de couleurs à la Réunion, ce seront les malgaches libres, il y a des malgaches libres qui vivent au Mascareigne, les Indiens d'immigration libre et tous ceux qui sont affranchis de façon récente. Et donc, nous le voyons ici, ces catégories sont vraiment des créations fondées plus sur la réputation et la richesse que sur la réelle ascendance des personnes. Voilà, donc une autre image qui montre un peu ce nuancier des couleurs. Hein. Donc vous voyez, vous avez donc une femme noire au milieu, hein, celle qui est ici. Vous avez une femme, donc certainement qu'on peut qualifier de mulâtresse, donc c'est celle qui a le foulard et la coiffe rouge. Et puis, vous avez une femme, une jeune fille, qui doit être certainement la fille de la dame qui est ici, donc que l'on qualifie de métisse ou de carteronne selon les colonies. Et puis, vous avez à la droite, à la gauche, quand vous regardez en face, donc une femme qu'on peut aussi peut-être qualifier de capresse. Et donc, vous voyez ici le nuancier des formes de métissage que l'on observe dans les Antilles françaises. Donc ça, c'est un tableau de la fin du XVIIIe siècle de Le Masurier, qui est au ministère de l'Outre-mer. Donc là aussi, vous avez donc des représentations de livres de couleurs à Saint-Domingue. Donc vous voyez la tenue assez élégante. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des arrêts somptuaires qui interdisent aux livres de couleur de s'habiller avec des tissus trop précieux, donc qui leur interdisent la soie, qui leur interdisent les bijoux en or. Bon, enfin, ces interdits ne sont pas du tout respectés.
Voilà. Alors, j'évoquais tout à l'heure la situation des Mascareignes, donc de l'île Bourbon, la Réunion à l'époque. Donc en 1710, voilà le discours. Voilà, vos situations sont égales, vos origines de peu de différence, étant fils de Français comme eux, leur couleur ne doit pas les priver des droits accordés aux autres habitants. À la vérité, leur mère était ou sont actuellement des négresses, mais ce n'est point d'elles qu'ils tirent origine, ils la tirent de leurs pères qui sont français. Ainsi, ils doivent entrer dans les mêmes privilèges. Donc, vous voyez, là, on est toujours dans ce discours. Alors, vous voyez, à La Réunion, ce discours, on pourrait qualifier d'assimilationniste, va durer beaucoup plus longtemps, donc il va durer jusqu'en 1770. Donc ici, vous avez donc le nombre de blancs et vous voyez donc toujours ce déséquilibre entre hommes blancs et femmes blanches, donc qui est une des raisons, mais pas la seule, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. À la limite, au départ, quand j'ai fait mes travaux, je pensais que voilà, l'homme blanc qui va avoir une femme de couleur, c'est parce qu'il n'a pas de femme. En réalité, plus je cherche et plus je pense que cette idée est idiote. Et qu'en gros, ce sont plutôt des hommes mariés blancs qui vont voir les femmes de couleur. C'est-à-dire des gens qui ont une situation sociale leur permettant de pouvoir entretenir une femme en plus de leur femme légitime. Alors, donc, voilà, donc ça c'est le nombre total d'esclaves. Voilà, et ça c'est le nombre de gens de couleur donc, à l'île Maurice. Et donc, chose intéressante, ce qui confirme un peu ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, le nombre de femmes est beaucoup plus élevé que celui d'hommes. Et bien parce que les femmes sont beaucoup plus affranchies que les hommes. Alors, garçons et filles, bon, on est à peu près dans le même ordre d'idée, hein, 697, 598. Alors, ce déséquilibre s'explique, l'avantage des garçons s'explique par un phénomène qui est très simple, c'est que à la naissance, vous avez plus de garçons que de filles. C'est un phénomène naturel. Ils meurent plus après, les garçons. Voilà, alors bon, maintenant, la nature a tendance en dehors de tout contrôle, toute limitation de naissance, eh bien, il y a plus de garçons que de filles à la naissance. Bon, c'est encore plus valable en Chine, mais là, c'est pas pour des raisons naturelles. Donc ici, pareil, même chose, donc Port-Louis, qui est la principale ville de l'île de France, donc aujourd'hui Maurice. Donc vous voyez, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Voilà. Et donc, une différence chronologique sur le développement du préjugé de couleur. Début 18e, bon, je dirais plutôt le deuxième quart du XVIIIe siècle aux Antilles et le troisième quart, même presque le quatrième quart pour les Mascareignes. Alors, voilà, ça c'est l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure. Lorsque le gouverneur de La Réunion reçoit l'ordre de faire des compagnies de milices différenciées entre blancs et de couleur, voilà ce qu'il dit. Dans le nombre des officiers et fusiliers, la quantité de ceux qui sont entachés de couleur est si considérable qu'il n'y a pas moyen de faire un semblable triage, sans occasionner le plus grand schisme et le plus grand malheur dans cette colonie. Les commandants de paroisse, beaucoup d'officiers et les familles les plus considérables sont dans ce cas. Donc vous voyez ici, le gouverneur de La Réunion reconnaît implicitement que la plupart des Blancs ne sont pas avec une ascendance européenne à 100% à l'échelle de quelques siècles, quelques millions d'années.
Alors, ce témoignage-là est intéressant aussi pour vous montrer vraiment que nous sommes ici dans le domaine des représentations et de la réputation. Alors, donc Boris est un voyageur métropolitain qui va faire un séjour à La Réunion et voilà ce qu'il raconte. Alors, Monsieur Quérotret, un de ces hommes de couleur, sans propriété, né libre, de père en fils, qui achète une esclave dont ils ont des enfants noirs, mais libres comme eux. Il se croit blanc, extrêmement susceptible sur ce point. Il regarde comme un outrage le nom d'hommes de couleur ou de noirs libres. Ils songeant à ne pas pardonner, méprisent que leur teinte, leur langage et leur costume rendraient cependant très excusables. Monsieur Quérotret, alors donc ce qui se passe, c'est qu'un jour, Boris plutôt, est accompagné d'un mulâtre, mais un mulâtre qui a le statut de mulâtre, contrairement à Quérotret qui lui est noir et a un statut de libre. Et donc ils arrivent et puis donc Monsieur Quérotret me tira par la manche, me mena dehors comme s'il s'agissait d'un grand secret. Et en me montrant Cochinard, il me demande s'il était blanc, s'il était libre ou s'il était noir. Quoique Cochinard ne fût que libre et que sa couleur fût beaucoup plus que foncée, je répondais sans hésiter qu'il était blanc. Mais 4 assiettes, cria Quérotret à sa femme. Donc vous voyez, on est vraiment dans le domaine des représentations de la réputation, donc comme le montre ce texte. Et ceci s'est poursuivi d'ailleurs pendant des décennies. Et dans les années 70, à l'île Maurice, vous avez, donc c'est une anecdote que l'on raconte, c'est donc dans une boîte de nuit, un videur sud-africain qui est embauché donc, pour faire la sélection devant la boîte de nuit. Et le patron de la boîte de nuit lui dit c'est très simple, ici on n'accepte que les blancs. Ah, donc sud-africain, avec son système de représentation d'Afrique du Sud se met à l'entrée et il commence, il voit quelqu'un de couleur arriver, il dit non, vous rentrez pas. Finalement, il y a peu de personnes qui rentrent dans la boîte de nuit, puis le patron commence à s'inquiéter, il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Celui-là il est blanc. Ah bon, d'accord. Il laisse rentrer les gens qui sont certes colorés mais considérés comme blancs. Et puis, étant incapable de faire le tri, il finit par laisser rentrer tout le monde. Et puis là, le patron lui dit non, celui-là, il n'est pas blanc. Et alors le Sud-Africain se dit qu'est-ce que c'est que ce pays où les blancs sont noirs et les noirs sont blancs? Et donc, on voit que finalement, dans le domaine des représentations et de la réputation, eh bien, ces couleurs, finalement, ne se fondent même pas sur la généalogie, se fondent même pas non plus sur l'apparence physique, mais se fondent sur la réputation. Alors, qu'est-ce que j'avais après? Bien. Donc, je vais revenir en arrière. Donc voilà un peu comment fonctionne cette société. Puis arrive, donc à partir de 1789, la Révolution française. Et même avant la Révolution française, il y a un certain nombre de livres de couleur qui, comme je l'ai expliqué, fort d'un dynamisme économique, revendiquent l'égalité avec les Blancs. Alors les études les plus sérieuses indiquent qu'en gros, 25 à 30% des esclaves et des terres à Saint-Domingue seraient possédés par des gens libres de couleur. Donc c'est considérable. Sans compter tous ces blancs réputés blancs qui aussi possèdent un grand nombre de terres aussi. Enfin, contentons-nous de ces livres de couleur. Eh bien, ces livres de couleur vont rassembler des fonds et puis envoyer un de leurs représentations, un représentant donc, qui s'appelle Julien Raymond, qui est un livre de couleur du sud de Saint-Domingue, qui possède une plantation avec plusieurs dizaines d'esclaves. Et donc, vous voyez, il est capable de s'absenter, de partir en France pour plaider la cause des libres de couleur auprès
du ministre de la Marine et des colonies. Alors, il est reçu, mais bon, finalement, il n'obtient rien. Et puis, débute donc la Révolution française. Alors, le premier réflexe de Julien Raymond va être de contacter les représentants des colons, parce que beaucoup de grands propriétaires à Saint-Domingue vivent à Paris. Certains d'ailleurs n'ont jamais mis les pieds à Saint-Domingue. Et ces grands propriétaires de Saint-Domingue ont réussi à obtenir une représentation à l'Assemblée nationale. Alors d'ailleurs, l'un d'entre eux, Louis Darcy, a eu le nez fin. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a obtenu cette représentation. Ben, il était là, il faisait un peu du lobbying pour ce parti colonial présent à Paris, et il était là le jour du sermon du jeu de paume. Donc, quelques jours après, il vient débuter. Il était là au moment. Et donc, en août 1789, donc le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée par l'Assemblée constituante, et quasiment aux mêmes dates, Julien Raymond va rencontrer les planteurs, les membres de ce parti colon à Paris. Il expose ses doléances, expliquant que, voilà, et en gros son argumentation est très simple, le meilleur rempart pour maintenir l'esclavage, c'est une alliance entre blancs et libres de couleur. Donc voilà comment il présente les choses. Bon, il est reçu poliment, mais en gros, il n'obtient rien. Puis, Julien Raymond constitue autour de lui un groupe d'une centaine de libres de couleur, parce que donc il y avait pas mal de libres de couleur qui vivaient en France à cette époque, et ils sont reçus en délégation à l'Assemblée nationale, ils sont écoutés poliment, mais ils n'obtiennent toujours rien. Et puis, Julien Raymond va aller voir la Société des Amis des Noirs. Et là, finalement, il y a un accord qui se fait entre la Société des Amis des Noirs et le groupe des libres de couleur, en échange de leur soutien à l'abolition de la traite, enfin uniquement l'achat de nouveaux esclaves en Afrique, eh bien, la Société des Amis des Noirs soutiendra le combat des libres de couleur. Donc ça, c'est une décision qui est prise à la fin de 1789. Mais les libres de couleur n'obtiennent pas satisfaction sur la question de leur droit. Et donc, un des compagnons de Julien Raymond, qui s'appelle Vincent Auger, décide de poursuivre ce combat des libres de couleur par les armes. Donc, il passe par l'Angleterre, puis arrive à Saint-Domingue et lance une révolte de libres de couleur dans le nord de Saint-Domingue. Révolte qui échoue rapidement. Auger est capturé, jugé et tué. Et il est tué dans des conditions particulièrement atroces, vu qu'il est roué. À une époque où, normalement, être roué, ça faisait partie des supplices de l'Ancien Régime. Et en période révolutionnaire, il aurait dû être décapité et non roué. Et donc, ce châtiment de Vincent Auger, qui est connu des membres de la Société des Amis des Noirs, comme Grégoire, comme Brissot, des gens qui sont quand même très influents au sein de l'Assemblée constituante, eh bien, ils vont se servir du châtiment d'Auger, qui a lieu en janvier 1791, pour obtenir en mai 1791 donc une loi qui donne l'égalité des droits entre blancs et libres de couleur. Sauf que les autorités de Saint-Domingue vont refuser d'appliquer cette loi. Et ceci va déboucher en juillet-août 1791 sur la révolte des libres de couleur de Saint-Domingue. Révolte qui va être notamment menée par un homme qui s'appelle André Rigaud. Et au même moment va exploser la révolte des esclaves de Saint-Domingue, mais ceci est, c'est pas une autre histoire. Mais vous voyez, donc il y a toute une série de révoltes qui se développent à Saint-Domingue en même temps. Donc du coup, les libres de couleur, les autorités coloniales vont, après avoir subi une défaite militaire contre les libres de couleur, vont accepter
cette égalité des droits qui va être d'ailleurs ratifiée par l'Assemblée nationale une deuxième fois le 28 mars 1792. Donc voilà un peu la situation dans laquelle se trouvent les livres de couleur, donc à ce moment de l'histoire. Donc ils obtiennent, pendant la période révolutionnaire, l'égalité avec les bleus. Alors ensuite, je passe l'abolition de l'esclavage est décrétée le 4 février 1794, enfin je passe rapidement là-dessus. Et puis en 1802, l'esclavage et le préjugé de couleur vont être rétablis par Napoléon Bonaparte. Donc, menant une politique réactionnaire, Napoléon Bonaparte, donc après avoir vaincu la révolte en Guadeloupe, après avoir pensé avoir vaincu celle de Saint-Domingue, mais ce n'était qu'une accalmie, eh bien, il va rétablir le préjugé de couleur. Par exemple, en 1802, une des mesures qu'il prend, c'est l'interdiction du territoire français aux Noirs. Alors, il y avait eu des interdictions de ce type sous l'Ancien Régime, mais c'est un rappel en 1802. Et puis, une autre mesure qui est celle-ci, c'est concernant l'application du Code civil. Donc le Code civil en 1805, alors c'est la même chose pour les Antilles. Donc là j'ai pris l'exemple des Mascareignes, île Maurice et île de France, île Maurice et île Bourbon, donc île de la Réunion, ça y est, je me mélange tout. Donc île de la Réunion et île Maurice. Voilà, les enfants nés du commerce d'un blanc avec une négresse, libre ou affranchie, qui, avant la publication de l'arrêté du 3 février 1812, auraient été légalement reconnus par leur père, pourront seuls prétendre sur les biens et des aliments qui seront réglés en dehors, eu égard aux facultés de la succession, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. La succession d'un enfant naturel né d'un blanc et d'une négresse libre ou affranchie, des sans héritage, est dévolue à l'État. Les personnes de la population blanche ne pourront pas, par acte entre vifs ou par testament, disposer de leurs biens au profit des Noirs libres ou affranchis. Elles ne pourront non plus profiter entre vifs ou testamentaires que les Noirs libres ou affranchis feraient en leur faveur. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le Code civil, aux Antilles et également aux Mascareignes, il s'applique entre les Blancs, il s'applique entre les gens de couleur entre eux, mais il ne s'applique pas entre Blancs et gens de couleur. C'est-à-dire que les mariages sont les légitimations, les successions, les testaments, entre les deux catégories, sont rendus impossibles. Donc voilà comment va être transposé le Code civil dans les colonies françaises, donc en 1805. Alors, on va aller un peu plus loin dans le temps. Donc en 1800, dans les années 1820, donc il y a un groupe en Martinique de livres de couleur qui va se battre sous la direction de Cyril Bicêtre pour l'obtention des droits, de l'égalité des droits des livres de couleur. Ce qui est intéressant, c'est que Cyril Bicêtre est le neveu naturel de Joséphine de Beauharnais. C'est-à-dire que le petit-neveu. Voilà, sa mère était la demi-sœur de Joséphine de Beauharnais. Enfin, ça c'est pour la petite histoire. Mais, petite histoire, c'est quand même un personnage, parmi les livres de couleur, important, de par sa naissance, vu qu'il est, c'est quasiment c'est le cousin de Napoléon III. Et donc il y a des prospectus qui circulent en faveur des livres de couleur. Finalement,
les livres de couleurs qui font partie de ce mouvement sont arrêtés, et Cyril Bisset est condamné, marqué au fer rouge d'une fleur de lys, condamné à la déportation. Donc il y a un procès, l'opinion publique française est saisie, Cyril Bisset a ses défenseurs à Paris, et puis grâce finalement à la révolution de 1830, bien, Cyril Bisset sera acquitté, et il obtiendra même, en 1833, l'égalité pour les livres de couleur, tous les livres de couleur, avec les livres. Et à partir de ce moment-là, Cyril Bisset va mener un autre combat, qui est celui de l'abolition de l'esclavage pour tout le monde, enfin pour tous les esclaves. Donc voilà en gros, je ne sais pas il est quelle heure, c'est bon, j'ai assez parlé. 35 oui, c'est une heure. Voilà. Donc on va lancer le débat. De toute façon, mes réponses aux questions les plus courtes sont toujours très longues. Et donc, pour conclure par rapport à cette étude de population sur les livres de couleurs, qu'est-ce que j'ai après ça? Oui, voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, voilà. Alors, je signale, ça c'est la même chose que ça. En version économique. Voilà, ça c'est version économique et version. Bon, la loupe n'est pas fournie, mais. Enfin bon, il faut avoir de bons yeux, quoi. Et donc, juste pour dire quelques mots de conclusion par rapport à cette histoire. Bon, lorsque j'ai fait ces travaux, il y avait notamment, bon maintenant ce débat est un peu passé, mais ce débat a eu lieu sur la question des statistiques ethniques. Fallait-il recenser les blancs, les noirs en France? Il y a eu pas mal d'articles de presse là-dessus. Et donc la réponse que je faisais par rapport à ça, c'était une réponse, que nous dit l'histoire de ces questions. Et si on rapproche donc cette histoire l'histoire de certains pays comme les États-Unis qui ont toujours un système de recensement par catégorie ethno-raciale, eh bien, on se rend compte que finalement, la création de ce type de catégorie, finalement, renforce les préjugés et renforce aussi les différenciations entre individus. Voilà. Merci Frédéric. On peut le faire passer d'ailleurs, pour ceux qui ont de bons yeux. Je crois que de toute façon, ils sont en vente à la librairie. Oui, je crois. Je les ai vus, alors je ne sais pas s'ils y sont en ce moment, mais... merci Frédéric pour cette présentation très très complète, alors qui était à la fois la question de l'esclavage, mais surtout les descendants d'esclaves dans ces sociétés, donc liées à la traite. Alors, moi j'ai un certain nombre de questions, donc je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite dans la salle ou si je lance le débat pour réchauffer l'atmosphère. Alors, n'hésitez pas. Alors, non, mais vas-y, quand il n'y aura pas de questions, tu poseras les questions. Non, mais je poserai les miennes à la fin. Ouais, voilà. Sinon, ça peut bloquer le débat. Oui, c'est juste tout à l'heure, vous avez dit que la question de préjugés. On voit apparaître la notion de préjugés de couleur. On va prendre la moitié du XVIIIe siècle, c'est ça, à partir des années 1770, 1730. Alors, il y a une différence entre. Voilà, il y a une différence de temps chronologique entre les Mascareignes et la Guadeloupe. Donc en gros, c'est 30 à 35 ans de différence, mais ces 30 à 35 ans s'expliquent parce que la société, enfin il y a 30 à 35 ans de différence entre la création même de ces sociétés. La Guadeloupe, ça commence, Guadeloupe-Martinique, la colonisation commence en 1635, la Réunion en 1663. Et donc, vous voyez, c'est ce que j'explique dans le livre là, de quelle couleur sont les blancs, c'est qu'en gros, c'est une fois que la société commence à être formée, où les gens commencent, enfin on commence à savoir qui est qui, c'est à partir de ce moment-là que se développe le préjugé de couleur. Au départ, quand la société est complètement informelle, c'est pas un élément qui est important.
Donc vous dites que le préjugé de couleur de la deuxième moitié du 18e, enfin, deuxième moitié, en fait, c'est construit à partir du moment où ces sociétés commençaient à être effectivement existantes. Oui, solidement établies. Voilà. Bon. Et alors, est-ce qu'on peut aussi lier ça, est-ce que vous connaissez sûrement Moreau de Saint-Méry? Oui. Bon, qui a fait quand même un ouvrage remarquable en termes de théorisation du préjugé de couleur. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ce préjugé de couleur a été fabriqué par des colons protégeant leurs privilèges simplement, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, notamment en France, où il n'y a pas de privilège de colons à défendre, mais comment ce préjugé de couleur, ou est-ce que vous avez trouvé une raison qui ne soit pas simplement objective, économique ou corporatiste? Je crois que c'est un ensemble de choses. Il y a à la fois les décisions qui sont prises en France. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la noblesse française est dans ce que l'on appelle la réaction nobiliaire. Elle se ferme par rapport à l'époque de Louis XIV où non seulement la noblesse était très ouverte, où il anoblissait à tour de bras, c'est-à-dire tous les serviteurs du roi devant être nobles, il les anoblissait, et puis ayant besoin d'argent, il vendait des titres de noblesse. Donc, on passe à une société qui est beaucoup plus fermée. Et donc, on voit notamment des tenants de cette noblesse, par exemple Malouet, expliquer qu'il est pour le préjugé de couleur parce qu'il n'a pas envie de voir un jour des nobles au sein de la cour de France qui soient de couleur. Donc, il y a ce phénomène-là. Il y a l'autre phénomène que vous évoquez et que j'ai également évoqué, qui est aussi cette fermeture de la société, de gens qui sont établis et puis qui veulent protéger leurs privilèges, qui veulent protéger des places. Enfin, il s'agit quand même de places au Conseil supérieur, des places d'avocats, de médecins, d'officiers dans la milice. Donc voilà, ils défendent leur précaré. Alors ensuite, en ce qui concerne Moreau de Saint-Méry théorise après coup, parce qu'il écrit tardivement ses ouvrages où il explique. Alors, d'ailleurs, il crée même des catégories de couleurs, c'est-à-dire des catégories de couleurs qui n'existent pas dans la pratique. Donc lui, ce qu'il imagine, donc en gros dans la pratique, ce qui existe, c'est carteron, métis. Puis après, le degré d'après, dans la pratique, ça n'existe pas, parce que généralement, les gens, ils sont blancs, enfin, ils sont dans la catégorie des blancs. Mais lui, il va plus loin, il crée des sous-catégories, donc il crée en tout 13 catégories. Il fait un arbre généalogique du métissage, expliquant, voilà, on doit appeler... mais il y a des termes qu'il crée qui n'existent pas, enfin, dans aucune source. Vous voyez, il théorise. Donc il se situe presque même un peu à l'avant-garde d'un processus ségrégatif. Enfin bon, il n'aura pas le temps de le développer vu que la révolution survient ensuite. Mais, vous voyez, c'est un mélange, c'est une conjonction de tous ces phénomènes à la fois de métropolitains et aussi de la situation dans les îles. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que parfois, les colons, lorsqu'il s'agit de défendre, par exemple, à un moment, il y a un apothicaire en Martinique qui est considéré comme libre de couleur, mais qui veut pas... C'est pour blanc. Finalement, il trouve un règlement en disant « Oui, mais lui, il est descendant d'Amérindiens, donc les descendants d'Amérindiens, eux, sont considérés comme blancs. » Voilà. Donc ils arrivent, ils font passer, parce que ce sont eux-mêmes qui jugent. Et lorsqu'on voit les procès, pour blanchité, enfin pour devenir blanc, enfin pour être considéré comme blanc, eh bien, quand même, moi j'ai les preuves objectives, mais je pense qu'ils les avaient à l'époque, que ces gens ne sont pas blancs, et pourtant ils sont réputés blancs. Mais il faut dire que ça, pour certaines personnes qui ont une certaine aisance, une certaine assise, ça poserait problème qu'ils ne soient pas blancs. Parce que ça remettra en cause toute la société. Parce que, et pour vous montrer à quel point on est dans ces phénomènes de réputation, en 1790, donc, il y a un affrontement entre libres de couleur et blancs en Martinique. Et vous savez comment les libres de couleur insultent les blancs? Vous savez ce qu'ils leur disent pour les insulter? Ils les traitent de demi-blancs. Quand vous dites tout à l'heure, Moreau de Saint-Méry théorise, invente des catégories, bref, faire un travail purement théorique et intellectuel, est-ce qu'on peut parler là de la construction d'une idéologie au sens psychologique du terme? Bien sûr, oui, bien sûr.
même si cette idéologie ne va pas s'appliquer. Disons que c'était son livre, comment dire, il sort en 1797 et bon, enfin il y a un certain nombre de choses dans les théories de Moreau de Saint-Méry qui vont, enfin certaines dénominations vont jamais être appliquées. Bon, alors, je vais vous prendre des exemples. Donc là, je vous ai montré voilà ce schéma. Donc en gros, il vous explique que noir et blanc mulâtre, mulâtre et blanc métis. Donc lui après Carteron, après il arrive aux octavons, aux sang mêlés, et puis de l'autre côté, il crée aussi d'autres catégories avec les noirs. Hein. Alors Sakatra, marabout, enfin bon des termes que j'ai pas jamais vus dans aucune source. Donc il y a aussi une part d'invention, c'est-à-dire que dans la forme de rationalisme, de différenciation que crée Moreau de Saint-Méry, eh bien, il invente des termes. Mais ce qu'il y a dans Moreau de Saint-Méry, c'est qu'il estime tout de même que le noir, s'il s'unit pendant 7 générations avec des blancs, il devient blanc. Et donc, il y a chez Moreau de Saint-Méry quand même l'idée aussi d'une régénération possible. Un peu, bon, Moreau de Saint-Méry, s'inspire aussi des théories de Buffon. Buffon qui pense que la couleur naturelle des hommes, c'est le blanc, que certains ont dégénéré, sont devenus noirs, mais qu'en les régénérant, ils redeviendront blancs au bout d'un certain nombre de générations. Et Moreau de Saint-Méry est un peu dans cette veine-là. Sinon, il développerait l'idée de la goutte de sang. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une goutte de sang noire, toute la descendance est noire. Et non, pour Moreau de Saint-Méry, au bout de 7 générations, on peut redevenir blanc. Enfin, il est progressiste, il est moins progressiste que d'autres à la même époque. Hein. Il est progressiste. Oui, c'est quand même un mot. Bon. Entre guillemets, progressiste. Oui. Ouais, de droite. Deux questions. Une première par rapport à ce que vous avez dit sur les enquêtes de réputation qui sont faites à la suite de nomination à un office quelconque, notamment lorsqu'il y a des plaintes de tiers qui viennent contredire le résultat d'une nomination. Est-ce que vous avez trouvé des cas où on est précisément dans le cadre d'une annulation pour, en quelque sorte, vice de forme pour limiter de la charge, parce qu'on suppose que l'une des ascendantes du titulaire est susceptible d'être de rencontrer un noir ou un mulâtre. Voilà, donc il me dit on va prendre plusieurs questions, mais la réponse étant oui. Donc oui, on a des cas où les mesures sont annulées de nomination par rapport à une dénonciation comme quoi la personne est de couleur. Alors après, les personnes font appel, et là en l'occurrence, même en appel, la personne n'aura pas satisfaction. Peut-être une deuxième question, c'est par rapport aux termes qui sont ainsi forgés par cette littérature que vous montriez tout à l'heure. Comment ça peut être dit que certains des termes qui sont ainsi forgés survivent aussi longtemps dans le temps? Et est-ce qu'il y a d'autres formes qui sont nées par la suite, qui sont nées de cette première initiative-là? Bien, alors les termes effectivement ont perduré. Alors bon, avec tout de même des évolutions. Hein. Le terme de mulâtre est quand même plus trop employé. Le terme de métis, je veux dire, triomphe en termes de dénomination. Après, il y a d'autres termes qui ont été créés, par exemple le terme de chabin. Voilà. Donc, mais lui qui est beaucoup plus tardif. Hein. Les premières attestations de ce terme datent du début du XXe siècle. Donc le chabin qui est aussi une race de moutons avec beaucoup de laine. Et je crois que ces termes apparaissent en fonction de... au début de la colonisation, les termes
désigne vraiment presque une généalogie de métissage. Puis après, voilà, le terme de chabin, c'est vous pouvez avoir 2 personnes noires qui font un enfant chabin. Puis voilà, donc c'est plus un terme généalogique, c'est plus un terme phénotypique fondé sur l'apparence des personnes. D'autres questions? Non? Demande de complément? Moi j'ai des questions, je ne sais pas si on a le temps. On a le temps? Ben, j'en sais rien, moi. Je sais pas. Enfin, Oui, moi j'ai le temps. C'est le débat. Alors, moi j'avais trois questions sans doute pendant ce débat. Alors, le premier, alors tu emploies très peu le mot de race. Et pourquoi alors, alors la question que je pourrais te poser, est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a un modèle colonial français? Premièrement, c'est-à-dire que dans les sociétés ibériques que je connais le mieux, on va vers des processus de racialisation très très rapides. Là, tu parles vraiment de préjugés de couleur. Est-ce que la question de la hiérarchie par ce qui serait quelque chose d'héréditaire, qui serait transmis, alors moins par la couleur que par une origine, est-ce que la question, elle ne va pas se poser là ou pas? Je vais essayer de développer si ce n'est pas assez clair. La deuxième question non, mais que j'aimerais savoir, c'est très clair. deuxième question que j'aimerais savoir, et les populations autochtones amérindiennes qui étaient là, est-ce que la question du métissage avec ces populations-là se pose ou pas du tout? Parce que si on prend le cas du Brésil, elle va aussi se poser, ça va créer d'autres hiérarchies, la question des castes notamment. Est-ce que dans ce cas-là, on a totalement oublié qu'il y avait des Amérindiens, ou est-ce qu'il n'y en a plus? Et que deviennent-ils? Et le troisième point, est-ce que, alors moi j'en sais rien, comment le modèle ibérique, alors s'il y a un modèle ibérique, il influence ou non le modèle français? C'est-à-dire que la question du préjugé de couleur, elle se pose déjà en péninsule ibérique, c'est-à-dire qu'on est blanc parce qu'on ne travaille pas au soleil, et ça vous donne des droits dans cette société-là. Donc la question de la blancheur en tant que de préjugés positifs ou négatifs, elle se pose déjà dans les sociétés d'Ancien Régime. Ce qui se met en place au moment de ces grandes découvertes, de ces processus de métissage, c'est un processus de racialisation par la couleur. C'est plus juste être plus blanc que l'autre, donc avoir des origines nobles et ne pas être obligé de travailler. C'est celui aussi qui aurait quelque chose d'héréditaire, et notamment de la rencontre avec ces populations africaines asservies, et qui se transmettrait par le sang. Et donc qu'on ne peut pas effacer, même si on devient blanc, en tout cas dans les sociétés coloniales portugaises, même si on devient blanc, à partir du moment où on a une origine africaine, plus ou moins lointaine, on est condamné à être en bas de l'échelle sociale. Et donc ça, c'est la pureté de sang qui va se mettre en place au Portugal. Est-ce que tu dirais que ça va aussi se mettre en place dans ce modèle antillais ou pas, ou est-ce qu'on est loin de ça? Est-ce qu'on ne va pas vers aussi une question de l'hérédité qui se transmettait par le sang plutôt que la couleur? Alors je ne sais pas si j'étais clair. Oui. Le premier point, pourquoi tu ne parles pas de race ici? Deuxième point, que sont devenus les Amérindiens et comment alors, le métissage, le grand esclavage introduit par les Ibériques influence ou non ce modèle colonial? D'accord. Alors je vais commencer par la question sur les Amérindiens. Alors déjà, je l'évacue pour les Mascareignes, les îles sont vides, il n'y a pas d'habitants. Voilà. Pour les Antilles, il y a peu d'Amérindiens. Si on prend l'exemple de la Guadeloupe, il y a environ 2000 Caraïbes au moment 1635. Donc voilà, ça fait à peine plus d'un habitant pour... ça fait un habitant pour 1 km², donc c'est très peu habité. D'autant plus que ces Caraïbes sont des populations qui sont mobiles, et d'autant plus qu'en 1660, il y a un traité qui est signé entre les Français, les Anglais et les Caraïbes, où ils se répartissent les îles. Donc la Dominique, Saint-Vincent, Grenade et Sainte-Lucie pour les Caraïbes, la Martinique, Guadeloupe pour la France, la Barbade, Montserrat, Antigua pour les Anglais. Donc voilà, donc ils sont assez peu. Bon, il y en a quelques-uns qui restent, donc qui se métissent, puis peu à peu, finalement se dissolvent dans la population blanche. Il y a des études là-dessus qui montrent que 7 à 8% des blancs créoles au début du 19e siècle sont d'ascendance caraïbe. Donc, alors, la dernière fois, par exemple, pour la Guadeloupe, où on voit apparaître des Caraïbes, ou des Amérindiens, c'est lors d'un procès où
ces Caraïbes estiment qu'il y a une terre qui leur appartient. Voilà. Donc il y a quelques familles encore. Si on regarde des cartes de la Guadeloupe des années 1760, on voit 3-4 parcelles où il y a écrit Caraïbes, où il y a une famille Caraïbe d'Amérindiens qui vit là. Et voilà. Donc, mais c'est vraiment très peu. Moi, Ils deviennent blancs, eux. Comment ? Ils deviennent blancs, ça, plutôt. Alors ils deviennent blancs, alors tout dépend avec qui ils se sont métissés. S'ils se sont métissés avec des blancs, ils deviennent blancs. Sinon, ils deviennent libres de couleur. Aussi, ouais. Oui, voilà. Ouais, j'ai des familles comme ça qui sont qualifiées de libres de couleur. Voilà. Donc ça, c'est pour les Amérindiens. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que dans la population actuelle, vous avez plein de gens qui s'estiment d'ascendance amérindienne. Moi, j'ai vu une fois un gars arriver aux archives. Bon, après, c'est vrai que les gens du service psychiatrique sont venus le chercher, mais non, mais c'est véridique. Hein. Et donc, il arrive, il commence, oui, je voudrais faire ma généalogie. Alors, l'archiviste lui dit, oui, il faut regarder les registres des nouveaux libres. Oui, c'est les registres dans lesquels on a donné un nom aux anciens esclaves. Ouais, je suis pas esclave, jamais d'esclave, je suis descendant d'Amérindiens et tout. Donc, vous voyez, vous avez puis vous avez des femmes qui vous disent, oui, moi j'ai les cheveux lisses parce que ma grand-mère était amérindienne. Enfin bon, après vous avez des reconstructions. Bon. Mais il y a quand même encore un petit peu un héritage par rapport à cela. Alors, soit une réinvention, ou soit, des fois, effectivement, c'est vrai, pour certaines familles, il y a, encore au XIXe siècle, elles sont répertoriées comme amérindiennes, et puis ceci s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Oui, je ne voulais pas te proposer de t'asseoir. C'est ta table. Oui, arrête. Attends. Bon, donc ça, c'était la réponse à la première question. Ça va ? Hein ? Non. Du coup, nègre là-dedans, c'est-à-dire la personne qui s'est rendue. Quelle connotation tu mets au terme nègre ? Ah, donc ça, c'est encore une autre question. Oui, non, mais c'est un peu lié aussi, la question de la race. Être nègre, est-ce que c'est une race ou pas ? Oui, alors, à cette époque-là, déjà, le terme nègre signifie deux choses. C'est souvent un synonyme d'esclave, et puis c'est noir. D'ailleurs, le terme de noir est très peu employé au XVIIe, XVIIIe siècle. Le terme de noir est très, très peu employé. C'est vraiment, c'est la Société des Amis des Noirs. C'est aussi à l'époque de la Révolution, il y a un recensement de couleurs qui va être mis en place, et le terme de noir va être employé plutôt que celui de nègre. Alors maintenant, pour répondre à la première question sur le fait que je n'ai pas employé le terme de race, bien, pour moi, la société telle que je l'étudie, surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, ça ne fonctionne pas sur ce modèle-là. Les contemporains n'emploient pas ce terme de race, ils emploient le terme de couleur, ils emploient le terme de préjugé de couleur. Et deux, ça ne fonctionne pas comme ça parce que, en fonction de la réputation des individus, vous pouvez avoir 3 grands-parents blancs, un grand-parent noir et être considéré comme blanc, ou être considéré comme métis en fonction de votre assise sociale, de votre réputation. Donc ça ne fonctionne pas du tout sur un modèle fondé sur la race. Voilà. Donc, sur le biologique. Après, qu'il y ait une volonté de faire, notamment plus on avance au cours du XVIIIe siècle, plus des gens comme Moreau de Saint-Méry, mais aussi les curés, les notaires auxquels on donne des instructions pour bien noter la couleur des individus, effectivement, après on rentre dans une logique de catégorisation qui est fondée sur la naissance. Bon. Mais voilà. Alors maintenant, concernant donc le problème même de l'apparition de la race, je crois que c'est étroitement lié aux travaux de Cuvier, aux travaux de... son nom m'échappe, mais ça va me revenir. Aux travaux de... Comment il s'appelle déjà ? Bon, ça va me revenir. Donc, au début du XIXe siècle, où il commence à théoriser une séparation des individus en fonction des races.
Alors c'est bête que le nom m'échappe complètement. En plus, c'est pas dans mes bouquins, c'est dans mes nouveaux travaux. Enfin, c'est dans le bouquin de quelle couleur sont les blancs, j'en parle. Puis, comment il s'appelle celui-là? S'il écrit un bouquin en 1801 sur les races, ça te dit rien? On va chercher. Oui, non, mais j'ai retrouvé. Bon, si je regardais, j'ai trouvé là. Ce serait quand même dommage que je mentionne pas ce terme. Et donc ils fondent l'idée de race sur le plan biologique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils fondent aussi cette idée de race sur également l'idée de civilisation. Alors, pour c'est dans la fabrication des blanches. Mince. Je vais le retrouver. La fabrication des blancs. Ah voilà, la fabrication des blancs. Voilà. Tout est bien placé. Oh, on essaye. Alors c'est vrai qu'il y a certains titres comme ça a l'air un peu ésotérique. La négresse retravaillée. Alors, comment il s'appelle? Non, c'est pas ça. C'était pas dans ce texte. Si, c'est dans ce texte, ça c'est sûr. Enfin, je pense. Tu mets un doute. Je ne l'ai pas écrit, mais il n'y a pas 1801. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de 1801. C'est pas dans ce texte-là. C'est dans un. Alors, c'est dans lequel? Ah, il faut que je retrouve, parce que là, ça va. Je vais avoir honte après. Il n'y a que toi qui sais. Oui, il n'y a que moi qui sais, ouais. Oh, purée, mais comment ça s'appelle? Tu veux que je regarde et tu réponds à la troisième question? Oui. Non, mais j'ai besoin du nom. Alors, lui, c'est. Je cherche, lui, ça va. Je vais chercher. Ah, Viret. Voilà. Julien Joseph Viret. Que tout le monde connaît. Voilà, donc Julien Joseph Viret. Alors, ce qui est intéressant chez Viret, c'est que lui, donc, il crée 5 races. Voilà. Donc, la première race, c'est celle des Blancs occidentaux. La deuxième race, ce sont les Blancs orientaux. La troisième race, ce sont les Arabes, les Turcs, les Chinois, les anciens Égyptiens, les anciens Aztèques, les anciens Mayas. La quatrième race, ce sont les Africains. Et la cinquième race, ce sont les Hottentots et les Lapons, qui forment une race. Voilà. Et donc, en gros, il explique que chaque race a un degré de civilisation, un potentiel de civilisation. Et donc, il dit, ben voilà, les Européens de l'Ouest sont ceux qui ont le plus gros potentiel, qu'ils peuvent encore améliorer, et puis les autres ont un potentiel moindre, voire nullité de potentiel pour les Hottentots et les Lapons qui resteront toujours en bas de l'échelle de l'humanité. Et intéressons-nous à la troisième catégorie, donc formée des anciens Égyptiens, des Turcs, des Arabes, des Chinois. Et là, il explique la chose suivante. Il explique qu'effectivement, les Égyptiens ont été la première civilisation. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont atteint le maximum de leur potentiel, qu'ils n'ont pas pu dépasser, vu que ils ont atteint leur potentiel.
Et donc, les Européens de l'Ouest, qui à un moment donné dans l'histoire avaient un degré de civilisation inférieur, ils avaient un potentiel plus grand, ils les ont dépassés. Donc voilà un peu les théories de Viret donc, en 1800. Donc, ces théories vont donc faire ces distinctions de civilisation. Il explique qu'en gros, qu'il existe des différences radicales, constantes, indélébiles, bien plus profondes, enfin, que de simples variétés superficielles. Donc il définit vraiment 5 races. Alors il explique, et alors le métissage. Eh bien, alors là, il y a une réponse très simple. C'est en cas de métissage, eh bien, l'individu métissé prend 50% du père et 50% de la mère. Voilà. Et il se retrouve dans le même degré, dans la même potentialité. Donc, vous voyez, un blanc occidental qui aura un enfant avec une Otanto. Quoi ? D'accord. Sinon, on va t'enfermer. Ok. Bon. Ben, voilà. Eh bien, il appartiendra à la 3e catégorie des anciens Égyptiens, des anciens Mayas. Voilà. Alors, juste pour finir sur cette question de la race, c'est que, vous voyez, vous avez ce discours qui apparaît dans les années 1801-1802. Au même moment, vous avez Saint-Domingue, et avec la fuite de tous les anciens propriétaires de Saint-Domingue qui se retrouvent à Paris, eh bien, vous avez un peu une digestion de ces propos. Et dans la littérature, c'est un ouvrage qui paraît en 1810, qui s'appelle Le Cri des colons. Bien, c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître le terme de race nègre, race blanche, ce discours racialisé, ce discours où on bestialise, où on animalise le noir, que l'on ne voyait pas au XVIIIe siècle. Le noir était esclave, mais pas animalisé. Et là, le noir révolté, devenu libre à Saint-Domingue, lui devient bestialisé. D'ailleurs, un élément qui est important, c'est que les Français se demandent comment ils ont pu perdre face à des gens inférieurs. Et leur explication, c'est de dire, c'est que ce n'est pas tout à fait des hommes, ce sont des bêtes, et contre des bêtes, l'homme peut perdre. Voilà. Ils disent, voilà, on se battait contre des tigres. Parfait. Merci. Alors, on va poursuivre le débat tous les deux. Et on va vous laisser rentrer chez vous. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt.